Bonsoir Marc, Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir donc pour le webinaire avec le sujet donc Trump, effets et conséquences. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir donc Marc Daguerre de DT Expert, avec qui nous allons donc évoquer les récents événements, donc notamment liés à l'élection de Donald Trump et puis ces 15 derniers jours. On fait un petit peu le point sur la partie donc post-élection, sur ce qui s'est passé donc sur les marchés, sur différents marchés. On commence là d'ici quelques secondes. On attend encore les derniers participants, les derniers arrivants. Simplement avant de démarrer, est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat si le son fonctionne correctement? Juste un petit message, OK, pour démarrer. Eh bien, a priori, c'est parfait. J'ai déjà des messages. Les gens continuent à arriver, les participants. Donc, Marc, ce que je te propose, hein, on va dérouler, voilà, en quelques secondes, là, le temps d'une petite minute. Le disclaimer obligatoire donc pour cette présentation. Donc, euh, Petit avertissement donc concernant les risques. Bien sûr, ce webinaire n'est pas un conseil de trading. Trader sur les marchés comporte des risques. Bon, je vous laisse lire le disclaimer, l'avertissement, hein, c'est l'avertissement habituel. Voilà, je vous laisse à l'écran quelques secondes. On continue donc sur Attends, IG. j'ai pas Oui. fini de lire. Donc. Non, non. Ah, pardon. Non, mais je rigole. Alors, le groupe IG en quelques mots. Donc, côté la Bourse de Londres, plus de 381 000 clients à travers le monde, leader mondial de l'investissement en ligne et 50 ans d'expérience pour le groupe est présent à Paris depuis 17 ans maintenant. Nous proposons également donc bien sûr des services de trading au travers donc des CFD, des turbos et plusieurs plateformes pour trader, donc la plateforme native d'IG, mais également Pro Realtime et depuis quelques mois la plateforme TradingView. Bon, ce n'est pas aujourd'hui le sujet de ce webinaire. Malgré tout, je vous parlerai tout à l'heure des différents webinaires que l'on propose tout au long de la semaine en général à 19 heures et je vous montrerai donc comment vous inscrire à ces différents webinaires. Alors, on reprend le thème du jour. Marc, si tu veux bien. Mhm. Euh, enfin, avec Marc, on a décidé donc de répartir cette présentation en plusieurs parties. La première, est-ce qu'il y aura un crack ou pas de crack imminent avec tout ce que l'on a vu récemment donc sur les marchés, notamment avec l'arrivée de DeepSeek, euh, entre guillemets révolutionnaire par rapport à ce qu'on pouvait connaître aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. On parle également des tarifs douaniers et puis des tensions politiques et ce que ça engendre sur les marchés. On parlera également donc côté américain, puisque vous l'aurez compris, l'actualité aujourd'hui, elle est aussi beaucoup du côté US. On parlera des 7 Magnificent, donc les 7 stars de la tech US. Marc nous fera un bilan sur les 15 dernières années. Pour rejoindre un petit peu l'idée de crack ou pas crack, on parlera bien sûr côté indice du Nasdaq, du Dow. On fera un bilan également côté européen sur le CAC 40, le DAX. Et puis bien sûr, quand on parle US et tension, on parlera bien sûr du gold, de l'or. On parlera de la paire euro-dollar, pardon. Et puis pour terminer, on fera également un bilan sur le Bitcoin qui a pas mal bougé là ces derniers jours. Et on fera donc un point sur cette crypto-monnaie. Marc, on est prêt? On y va? Toujours. Eh bien c'est parti. Alors, crack ou pas crack? Bah, moi, j'ai la réponse à cette question. Moi, je vais dire pas crack et je vais argumenter aussi un petit peu de la façon suivante. Ça fait maintenant 25 ans que je suis sur les marchés et ça fait, allez, on va dire une bonne quinzaine d'années justement. C'est pour ça que je t'ai préparé ce petit tableau que j'entends des gens dire bon, ça va craquer, on est trop haut, ça va craquer, on est trop haut. Alors, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, on le sait, la bourse, les intervenants, ils anticipent les choses. D'accord. C'est-à-dire que quand nous, j'allais dire le mainstream, ou même si toi et moi, on n'est pas, voilà, on est à un niveau un peu au-dessus quand même, modestement, mais ce que je veux dire dans l'éducation financière, etc. Quand tout le monde commence à parler d'inquiétude, de crack possible et tout,
pour moi, ça veut justement dire que qu'on n'y est pas. Plus on attend quelque chose, moins il a de chances de se produire. Aujourd'hui, les intervenants de marché qui ne sont pas des gens stupides, ils ont intégré DeepSeek, Trump, etc. Bon, pour autant, on l'a vu, on a une petite secousse, pas allez, une grosse secousse mardi sur Nvidia ou des grosses boîtes, mais là aujourd'hui, là on se parle, les marchés américains prennent 1%, enfin le Nasdaq prend 1%. Donc moi je ne vois pas comment ce marché peut vraiment craquer. Ensuite, et ça c'est important aussi, du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que les cracks, ils arrivent quand on les attend pas. C'est le principe même de l'histoire, parce que si on attend un crack, bah, finalement, on va presque faire en sorte qu'il ne va pas se produire. Mais subprime, par exemple, Brexit, on ne l'attendait pas vraiment non plus. Alors Brexit, ça a duré 2 jours, hein, mais ça a quand même été une petite claque le lendemain. Tout le monde s'attendait à ce que ça passe pas, hein, globalement, je m'en souviens très bien. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Moi, j'ai essayé de tenir pour avoir le résultat. Puis à 1h du matin, j'ai dit, bon, allez, je verrai demain. Je me suis réveillé, paf, j'avais un message d'un ami qui me dit, bon, alors, t'as gardé tes puts, etc. Bon, puis j'ai regardé le marché, enfin, le résultat surtout. Et effectivement, on a perdu 8% le vendredi suivant et 3% le lundi après le week-end. Et à partir de mardi, on est reparti comme en 40, alors doucement. Mais voilà. Donc moi, je pense que tout ça fait que les marchés sont très résilients. Ça fait un moment que maintenant les banques centrales ont pris le contrôle de façon plus, j'allais dire, serrée qu'elles le faisaient avant, depuis la grosse crainte. En fait, la dernière vraie crainte qu'on a eue sur le marché, c'était le subprime. C'est là que c'était. On a eu l'inflation en 2022, mais somme toute, c'était pas une année. Alors c'était une année baissière au final. C'était pas une année de baisse continue. On pourra le voir sur le graphique. C'est une année qui a alterné des phases de baisse et des phases de hausse, mais au final, les phases de baisse ont été plus importantes que les phases de hausse. Donc, je ne vois pas aujourd'hui le marché craquer pour ces raisons-là. Alors Après, ouais, justement, Marc, quand on parle des tarifs douaniers et aujourd'hui quand même des incertitudes politiques du côté US, ouais. est-ce qu'il ne faut pas quand même rester assez prudent par rapport à ça? Alors, On parlera de DeepSeek juste après, hein, sur les valeurs tech, mais alors déjà, justement sur tarifs douaniers et politiques, est-ce qu'il faut vraiment être inquiet ou est-ce qu'on continue bah, moi, je vais répondre de la façon suivante. Premièrement, il faut toujours être prudent sur le marché, hein, quel que soit ce dont on parle ou pas. Il n'y a aucun moment où on peut se dire, allez hop, j'y vais, c'est la fête. Ça c'est une première chose. La deuxième, bah, je vais te répondre. Premièrement, là, aujourd'hui, on fait un webinaire là-dessus, tu m'en parles, plein de gens en parlent partout. Bon, le marché, pour l'instant, ou alors il se dit, on va voir, c'est possible. Mais là, il est pas en train de. En fait, en général, quand il y a un début de quelque chose, bah, on le voit vite. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas se faire des journées avec des rebonds de 1 ou 2% entre des baisses de 1%, 2%. En gros, on va se prendre des petites claques tous les jours au fur et à mesure. Et là, on va voir que la panique commence à arriver et qu'on va avoir une vente qui va déclencher de la vente et voilà, et on va faire craquer le marché. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose malgré tout. Euh, Lors de sa première élection, avant sa première élection, j'avais pas mal de journaux, de personnes autour du monde de la finance qui disaient oh là là, si Trump passe, ça va la être fin une du cata. monde? Voilà. Or, il est passé, et non seulement ça n'a pas été une cata, mais même les marchés en sont très bien sortis. Je parle des marchés, hein, je ne suis pas en train de juger la politique ni le monsieur, rien. Moi, je parle de l'impact que ça peut avoir sur mon métier. Ensuite, je ne pense pas que Trump soit quelqu'un qui laisserait le marché, notamment américain, partir à la cave. Voilà, je pense qu'il fera ce qu'il faut, parce que c'est quelque chose qui est important pour lui, de maintenir ça. Alors, la seule question qu'on pourrait après se poser, et là oui, ça serait est-ce qu'il ne pourra pas y avoir à un moment un vrai clivage entre l'Europe et les États-Unis, par Le exemple. principe de l'America First. America Voilà. First, et au final, on pourrait en pâtir donc. Bah, ça, c'est une vraie question. Moi, personnellement, je ne pense pas. J'ai regardé les indices européens. Je trouve pas qu'ils aient une mauvaise tête, mais attention, hein. Là, moi, je suis un analyste technique. Ça fait des années que je regarde des graphes. Je vais pas te dire qu'en 2007, je t'aurais dit, ouais, les graphes ont une mauvaise tête. Bien que on était en haut d'une phase de hausse importante, même de ce que moi je regarde en Elliott, on avait fait 5 vagues sur le CAC. Mais ces configurations-là peuvent appeler à une correction. Donc tu m'aurais dit, machin, tu penses quoi, Marc? Je t'aurais dit, ouais, bah, je pense qu'on va démarrer là par une petite correction quand même, mais jamais je t'aurais dit qu'on allait retomber aussi bas. Donc fatalement, je pense que aujourd'hui, la façon dont il faut gérer, selon moi, c'est la suivante. On a en gros
toujours beaucoup plus à perdre d'essayer d'anticiper une baisse qui aura peut-être pas lieu que de suivre la tendance. Je connais plein de gens qui ont essayé de ce que j'appelle d'attraper des tops en se disant bon bah ça y est, maintenant je vais me mettre dans l'autre sens. Et la plupart se sont mordus les doigts. Donc moi je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il faut rester prudent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se surcharger à la hausse, hein, ça c'est pas forcément. Et à partir du moment où on commencerait à avoir de vrais signaux de retournement, là oui, je pense qu'on peut commencer à retourner sa veste. Il vaut mieux prendre le train un peu en marche que d'essayer de l'anticiper avant même qu'il démarre. Voilà, moi je pense que c'est comme ça en tout cas que moi je réfléchis et je travaille. Donc l'idée, c'est on trade la tendance. Alors, je te propose de justement de revenir sur DeepSeek et je vais simplement changer ici la slide. Voilà. J'ai mis à l'écran un tableau que tu m'avais envoyé. Donc, c'est concernant la variation sur 15 ans des grosses valeurs tech, donc des 7 Mhm. Magnificent US. Et justement, cette variation sur 15 ans, pour certaines valeurs, notamment pour Nvidia, est stratosphérique. Oui. Alors justement, par rapport à DeepSeek aujourd'hui, quelle est la corrélation? Est-ce qu'il faut s'attendre à une méga correction, pas de correction? Et en effet, enfin, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter a priori. Bah, en fait, non, je pense pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde, là, il est de toute façon en train d'évoluer. On le voit d'un point de vue technologique, il y a une espèce d'essor exponentiel depuis 50 ans qui ne s'arrête pas, hein. La preuve, c'est qu'on en est encore là aujourd'hui. Euh, Autre chose aussi, c'est que, bon, alors pourquoi j'ai fait ce tableau? J'ai fait ce tableau parce que je vois souvent des gens, ou alors je lis autour de moi, ou quand je vais sur mon LinkedIn, par exemple, je vois des gens qui aiment bien prêcher la fin du monde, entre guillemets, hein. Ah, attention, les marchés sont trop hauts, ça va craquer. Bon, il y en a certains, c'est un peu vendeur, en fait, si tu veux. C'est voilà, on va essayer de jouer sur la vague en se disant bon, mais concrètement, moi, je regarde des choses très factuelles. Donc des gens qui me disent ça, qui me disent non mais de toute façon c'est pas possible, les techs elles sont vachement hauts, les PER sont quand même hallucinants pour certaines valeurs, etc. etc. Ok, bah, très bien, bah, je leur montre ça. Et en fait en leur montrant ça, je leur dis ok, bah, moi ça fait des années et des années que j'entends ça. Bah, regardez pourtant, vous regardez la perte d'NVIDIA sur 15 ans. Alors effectivement, tu as dit c'est stratosphérique, oui c'est peut-être un peu moins représentatif à cause de l'extrême volatilité qu'il y a eu sur cette valeur, parce que finalement elle est justement rentrée dans un modèle porteur, puisqu'elle était quand même très précurseur en termes d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on pourrait le voir aussi si tu veux, c'est que il y a une autre boîte qui est en train de complètement changer de, 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 de positionnement, bon, depuis un moment déjà, hein, mais là on commence à voir les répercussions, c'est IBM qui est en train d'évoluer pas mal aussi dans ce domaine d'intelligence artificielle, de quantique aussi, et on va voir qu'effectivement, pour l'instant, ça leur réussit bien. Mais si on enlève Nvidia, pour pas être un peu trop, on a quand même, alors Tesla, c'est pareil, il y a une volatilité sur ce titre qui a été un peu plus marquée. Bon. Mais en dehors, même si on enlevait ces deux, si on prend vraiment les anciennes GAFAM, on va dire, voilà, puisque Nvidia, Tesla, hop, il nous reste les anciennes GAFAM. Sur les anciennes GAFAM, on a quand même du 2000 pour Meta à 12 000 pour Apple, ce qui est quand même très conséquent. On voit que le Nasdaq lui-même, il est quand même à 1006. Bon. Euh, et là, en soi, c'est des chiffres qui peuvent pas, enfin, qui parlent d'eux-mêmes. C'est des boîtes quasi insubmersibles aujourd'hui. Il y a des flux de capitaux énormes. Elles ont du cash pour la plupart qui est encore très conséquent. Elles savent s'adapter également quand il y a des choses sur lesquelles elles doivent s'adapter. C'est ce qu'est en train de faire Google notamment. Bon, donc moi, je pense pas aujourd'hui qu'il y ait quelque chose de vraiment inquiétant qui puisse venir nous. Le marché est en mutation, le monde est en mutation. DeepSeek, ça a eu un effet ponctuel en fait. Si ça avait été vraiment, je me souviens, c'était lundi dernier, là entre lundi et mardi, tu lisais que ça partout. Tu allais C'est vrai. sur un mur, machin, je faisais défiler mon LinkedIn, c'était hallucinant. Bon, évidemment, moi, mon LinkedIn, il est fait de gens de mon entourage, et puis les gens que je suis, donc qui apparaissent sur mon fil, sont plus ou moins autour de ces métiers-là. Mais quand même, il n'y avait pas un truc qui parlait pas de ça. Chacun y mettait son grain de sel, et ceci et cela, et on avait l'impression que ça allait être la catastrophe. Bon, effectivement, il y a eu moins 17% pour Nvidia le lendemain, mais ça a été très ponctuel. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que là, Nvidia n'a pas pris une petite claque et qu'elle n'est pas entrée dans une phase corrective.
Mais de là à dire elle va descendre, voilà. Moi, je continue à rester très prudent par rapport à ça. Et je n'écarte pas des phases correctives sur certaines valeurs, mais pour l'instant, j'envisage pas un retournement baissier violent. Voilà, si c'est ça la question. Ouais, justement, hein, par rapport notamment à la thématique du webinaire de ce soir, puisqu'on parlait de effets et conséquences post-Trump élection, au final aujourd'hui, pas de rien d'alarmant en quelque sorte. Au contraire, on reste plutôt stable et plutôt acheteur et bullish sur l'ensemble des valeurs que l'on a ici sur le tableau. En Même si fait, en effet on peut connaître des périodes de correction, mais malgré tout, sur le long terme, on reste plutôt bull, plutôt haussier. alors, ouais, alors justement, moi je pense effectivement que, bah, si tu veux, là on se parle, DeepSeek c'est sorti déjà, donc tous les gens qui voudraient s'interroger autour de ce phénomène, bah, bon, peuvent le faire. Trump a été élu, les taxes douanières, elles sont déjà connues, etc. Bon, et là on se parle et le marché américain est dans le vert. Le CAC, après avoir ouvert dans un rouge sévère, a déjà repris un petit peu de vigueur et aujourd'hui clôture aussi dans le vert. Bon, je peux pas, moi pour l'instant, je peux pas aller tout de suite contre ça. Voilà. Alors tiens, bah, c'est une bonne transition. Allons faire un tour justement sur les valeurs et sur les graphiques. Ce que je te propose, c'est de commencer par le Nasdaq. Ok. Alors, tu veux que je mette mon écran, Oui, que je tu partage peux mon écran? partager ton écran. On va parler, donc là, on va passer sur la partie indice, Nasdaq Dow pour la partie US, et puis on fera également un focus sur CAC et DAX. Ok. Donc là, je vais mettre le Nasdaq pour commencer. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'avais dit de partager tout mon écran. Attends 2 secondes. Bah, j'avais dit de partager tout l'écran, il l'a pas fait. Écran. Ah oui, pardon, c'est moi qui suis trompé. Voilà. Ok, donc là, on va regarder le Nasdaq pour commencer. Donc le Nasdaq, déjà, ici, sur l'analyse que je fais toutes les semaines en weekly, bon, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit déjà quand même que depuis 2009, donc allez, post, on va dire, crise du subprime, bah, on voit quand même que le Nasdaq est très solide. Euh, et On est puis, sur une qu'est-ce qu'on... pente très solide quand même, là, en effet, hein, Ouais, c'est-à-dire que avec quand tu regardes ça depuis 2009, un bon, tu canal vas te très dire, marqué. on a traversé des petits trucs, on a traversé l'inflation ici, qui est quand même, c'était la correction la plus violente qu'on ait eue depuis 2009. Et puis à côté de ça, bon, là tu regardes ce graphique, ce qui n'est pas le cas sur le CAC, mais parce que le Nasdaq est un indice technologique, on sait très bien ce qui s'est passé à l'époque. Mais tu regardes ce graphique, je te dis, il y a eu un Covid. Bon, t'as envie de te dire, ah bon, il est où quoi? Bon, je pense qu'il est là hein, à vue d'œil, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Euh, Évidemment, ici, ce qu'on voit ici, c'est pour ça aussi qu'il faut rester cohérent. Ici, on voit, voilà, là, on voit effectivement, c'était quoi? Bah, c'était l'éclatement de la bulle Internet, le dot-com, donc forcément, un indice technologique, à ce moment-là, bah, il prend cher. Bon, mais depuis, on va dire qu'il il a retrouvé de sa vigueur. Alors, évidemment, avant aussi, c'était haussier. Donc moi, on est dans ce canal haussier. Pour l'instant, on est en direction de la borne haute du canal, qui est quand même bien contenu ici les pressions acheteuses à plusieurs reprises. Quand on arrivera dessus, on pourra effectivement un petit peu enfin, faire s'inquiéter, peut-être pas, hein, mais bon, surveiller un peu et peut-être se dire que le momentum va peut-être un petit peu ralentir, quoique là, il n'est pas non plus extraordinaire, mais on monte. Voilà, on monte, on monte, on monte. J'entends des choses en permanence et on monte. Voilà, graphiquement, il n'y a pas aujourd'hui de signaux de retournement importants. Le RSI est au-dessus de sa borne de polarité. Voilà. Et si je regarde encore plus un graphique monthly, bon bah là, c'est encore plus éloquent quoi. Donc je ne vois pas moi tout de suite quelque chose qui viendrait remettre cette tendance en question. Et une dernière chose que je veux, enfin une chose que je veux répéter qui est très importante, on pourra faire 15 000 webinaires ensemble, on pourra écouter tout ce que les gens diront, tous les articles qui sortiront, etc. Le jour où il y aura vraiment un crack, personne ne l'aura prévu. Voilà, c'est comme ça. Donc vous allez me dire, bon, ok, si là, dans 6 mois, il y a un crack et que les gens qui étaient là avec nous disent, ah bah Daguerre, il m'avait dit que, ok, bon, bah très bien. Mais forcément, à un moment, ça finira toujours par Par corriger. quelqu'un. Bah, non, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui dit sans arrêt va avoir un crack, il va finir par avoir raison à un moment, mais Ouais, bien peut-être dans sûr. 10 ans, dans 5.
C'est comme les pendules arrêtées, elles ont raison 2 fois par jour. Bon, on sait ça qu'à un moment, il va y avoir quelque chose. On n'est pas non plus, les arbres montent pas au ciel, mais malgré tout, ils peuvent monter encore pendant 10 ans, j'en sais rien, moi. Voilà, En revanche, ce qui est intéressant, la marque, ce qu'il faut noter là, c'est que sur le graphique que tu as présenté, c'est vrai que ce canal haussier, il est vraiment marqué. oui. Et c'est vrai que ça peut être intéressant justement de suivre le bas du canal et Alors, je vais te en montrer, cas de je vais te retournement. montrer Oui, rapidement sur la S&P, même si tu as dit qu'on s'arrêterait sur le dos, et sur le dos, on a la même chose. Pourquoi je le montre aussi sur la S&P? Bah, d'abord, on le voit aussi. La borne inférieure du canal, elle est un peu moins évidente parce que là, il n'y a que 2 points. Il y a un point qui a été un peu tronqué à cause du Covid. Bon, très bien. C'est vrai que, attention aussi en technique, c'est que quand on trace quelque chose et que les gens le regardent, ils disent ah tiens, il y a un beau canal. Bon, maintenant, si je l'enlevais, peut-être qu'ils ne verraient pas le canal de la même façon, même s'ils voient bien quand même qu'il y a une tendance haussière qui est enfermée. Bon. Mais là, la borne supérieure, en fait, elle est intéressante. Et notamment ici, qu'on verra la même chose sur le dos, c'est-à-dire que on est venu cogner à chaque fois sur cette borne. Et là, on le voit de façon très précise. C'est pour ça que je l'ai encadré de façon plus foncée. Pour autant, on a cogné dessus à chaque fois. Mais les gens qui m'auraient dit ah, on est sur le haut du canal, attention, attention. Bah non, on a eu des petites corrections de rien du tout, mais on a maintenu la tendance jusqu'au Covid ici. Voilà. Et tu voulais qu'on parle du dos. Bah, sur le dos, on a oui. la même chose. On a exactement la même chose que sur le S&P ici. On le voit dans cet encadré bleu que la bande supérieure du canal a bien fonctionné. Elle a refonctionné ici à deux reprises, trois. Bon, c'est pas toujours pile poil. Hein. On voit bien qu'il y a des petites morsures, mais grosso modo, on voit bien que on est encadré dans cette espèce d'évolution là. On voit qu'ici aussi ça a fonctionné. Là, entre janvier 2010 et mai 2015, donc pendant 5 ans, ça a fonctionné très bien aussi. Voilà, donc là, pour l'instant, on n'est même pas encore sur la borne haute du canal, déjà, d'une part, donc ça laisse encore un potentiel de hausse déjà intéressant, bon, sur le dos ici jusqu'à au-dessus des 50 000 points, et par la suite, rien ne dit qu'on ne va pas avoir une phase comme ça, c'est-à-dire toujours haussière, de façon un peu plus poussive, en restant à l'intérieur du canal. Alors, évidemment, mais on n'y est pas, si jamais on devait sortir à la hausse du canal, bah, là, ça serait encore plus positif, mais on n'y est pas. Ok. On regarde du côté européen, on regarde le CAC. Oui. Alors, le CAC. Ce qu'il y a d'intéressant sur le CAC, c'est que il a enfin, j'allais dire, euh, alors bénéficié, je ne sais pas si c'est le terme le plus exact, mais il a enfin marqué un petit peu cet effet de rattrapage, en fait, qu'on attendait un petit peu parce que l'année dernière, le CAC a été de loin l'indice qui a le moins bien performé sur l'année. Je crois il a même clôturé dans le négatif en bilan Ouais. 2024, alors que les indices en général ont clôturé une très belle année, enfin une belle année en tout cas. Et le gros gap qu'il y a eu aussi entre le CAC et le DAX, qu'on va regarder tout à l'heure, est aussi assez important et assez rare pour être souligné. Ce sont quand même les gros indices comme ça européens et notamment France-Allemagne évoluent très souvent un petit peu main dans la main malgré tout. Bon là, le CAC a été un peu largué, mais il est en train de se rattraper un peu. On constate aussi que, exactement à l'image des indices américains, on a une borne inférieure qui est, on va dire, un peu touchy, mais on voit bien qu'on a ici une droite de résistance qui fonctionne très bien. Là, tac, tac, ici en janvier 2022, et là, ici, effectivement, lors de l'année précédente. Donc, pour l'instant, on va évidemment attendre de voir ce qui va se passer quand on revient sur cette zone. Bon, on n'y est pas pour l'instant. On a encore, allez, on va dire à peu près un peu moins de 1000 points peut-être à prendre, ce qui n'est pas rien. Mais une fois qu'on y sera, là, on pourra se poser des questions de la même manière. Euh, et comment on fait techniquement quand on arrive sur ces zones-là? Bah, on regarde ce qui se passe quand on touche la zone. Il ne faut pas, dès qu'on arrive sur la zone, se dire, oulala, attention. Si on sent que le marché commence à respirer un peu et qu'il commence un peu à s'alléger, dans ce cas-là, oui, on peut devenir un peu prudent et se dire, bon, je vais peut-être lâcher des positions acheteuses si j'ai des positions acheteuses. Je vais peut-être me renforcer si je vois qu'on traverse le canal, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut agir pour moi. Dernière chose sur le CAC avant de passer au DAX si tu veux, ou s'il y a des questions. Non, j'ai une question à te poser Ouais, sur le CAC. ouais, Non, moi je voulais juste te poser une question sur des valeurs. Est-ce que ouais. aujourd'hui tu suis une valeur en particulier sur le CAC 40? Alors Une, de- justement, une des c'est une bonne valeurs? transition. C'est une bonne transition pour ce que je voulais te montrer. Bon, je vais vous montrer quelque chose que j'ai mis en place il y a peut-être un peu moins d'un an, euh, qui fonctionne de la façon suivante, et je vais te dire après pourquoi je vous montre. Bon. Ici, j'ai fait un tableau que j'appelle de cohérence sur le CAC. Et je te dirai après pourquoi je l'ai fait. Bon, c'est quoi ce tableau de cohérence? Ici, on a classé les valeurs du CAC, d'accord? On les a classées par ordre de pondération, parce que, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas,
le CAC est composé de 40 valeurs pondérées. Évidemment, LVMH ne va pas peser autant dans le CAC, par exemple, que Téléperformance. Bon. Ce qui est important aussi de savoir. Et on verra pourquoi ensuite. On a ici, alors ça c'est mon sentiment évidemment, donc ça n'engage que moi. Donc c'est un sentiment que je remets à jour toutes les semaines, où je vais passer chaque valeur au cas par cas, techniquement, et je vais dire, tiens, quand je suis très haussier sur une valeur, je vais la mettre à l'achat. Quand je suis haussier sans être forcément très haussier, je vais mettre haussier. Quand c'est un peu flou, ça arrive qu'il y a des graphes flous, je vais mettre neutre, etc. Quand c'est baissier, je vais mettre baissier. Et quand je pense que c'est très baissier, que ça pourrait se vendre, je vais mettre vente. Bon. En face de ça, j'ai attribué un score. Le score, il est fait de la façon suivante. On va prendre un coefficient. Donc, c'est 2 pour achat et vente et 1 pour haussier, neutre et baisse. Et on va le multiplier par le poids. Donc là, on va avoir une cohérence. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis à l'achat sur LVMH, je vais dire que je suis à l'achat sur 27% du CAC, que je suis haussier plutôt sur 27% du CAC. Okay, j'ai mis un x2 au regard de la pondération. Au final, il me fait un calcul ici qui va lisser. Et en gros, aujourd'hui, je suis quand même aussi sur 88% du CAC. C'est quand même énorme. Okay, ça n'arrive pas souvent. Et ça, quand tu regardes comme ça au cas par cas, bah, ça te donne effectivement une indication de cohérence, en tout cas. Peut-être que je me trompe complètement dans mes indications ici. Hein. Peut-être qu'en fait, je suis à l'achat sur plein de valeurs et que je me plante complètement. Ça, l'avenir nous le dira. Mais ça me permet d'être cohérent parce que je ne peux pas me dire, bah, je vais être haussier, par exemple, quand tu n'as pas une vision très claire sur le CAC, que tu regardes toutes les valeurs, tu dis, bon, bah là, je suis haussier là, 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 et que tu es haussier sur, on va dire, sur une dizaine de boîtes qui sont dans le top 10, bah, c'est difficile après d'être baissé sur le CAC. Voilà. Et j'ai eu cette idée suite à une petite anecdote où j'avais reçu à l'époque moi j'étais pas encore sur ma boîte, donc j'étais encore salarié. J'avais reçu un spreadsheet d'un bureau d'analyse comme ça, dont je tairai le nom, mais qui est assez connu, qui avait fait un truc comme ça en fait. Pas comme moi, un tableau de cohérence avec les pondérations, mais ils avaient le tableau du CAC en mettant en face achat, neutre, vente haussier, voilà, conservé, machin. J'avais regardé tout ce qu'ils mettaient, j'avais fait ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'avais fait une cohérence, et en fait, ils étaient haussiers sur 80, allez, entre 75 et 80 points de CAC, et ils étaient baissiers sur le CAC. Donc c'était pour moi incohérent en fait, on ne pouvait pas être dans ce cas-là. Sauf si les hausses sur lesquelles qu'ils avaient, bah, les valeurs allaient monter de 2-3%, pendant que les autres perdaient 20%, ce qui n'arrive pas. Voilà, Oui, donc pour on moi, peut pas être en même temps pour et à la fois contre. Il voilà. faut, Donc pour que maintenant ça je marche, reviens il sur faut ce que vraiment que tu, ce soit dans le même sens. effectivement, je reviens sur ce que tu me disais, sur les valeurs. Bah, moi, je sais qu'il y a un peu, j'allais dire, les valeurs sûres du CAC, j'en connais. On peut commencer par le luxe. Le luxe, c'est le leader du CAC. Bon, petit bémol maintenant sur Kering qui est parti faire cavalier seul dans l'autre sens. Mais donc, c'est quoi le luxe? Bah, c'est LVMH, Hermès essentiellement. Bon. LVMH, ici, j'ai repris un graphe volontairement et je pense que je t'avais envoyé aussi quelque chose qu'on peut regarder sur un comparatif LVMH Hermès parce que souvent c'est des questions qui reviennent. Bon, LVMH là de façon empirique, c'est une boîte qui a pris 8000% et on voit que voilà, c'est quand même une boîte solide quand on regarde le graphique comme ça sur le long terme, on voit quand même que c'est quelque chose qui tient quand même bien la route. Bon, maintenant quand on regarde Hermès par exemple, bah, quand on va regarder Hermès, bah, on va se rendre compte que c'est encore plus solide. C'est quand même une des valeurs pour moi les plus solides aujourd'hui en France et en Europe et on va voir le graphique d'Hermès. Bah voilà, Hermès, c'est encore plus flagrant. Voilà, ça c'est le graphique d'Hermès sur le long terme. Bon. Tu regardes ce graphique, je te dis, bah il y a eu une crise en 2000. Ah ouais, il y a eu une crise en 2007 qui était quand même violente. Ah bon? Il y a eu une crise Brexit. Ah ouais, il y a eu un Covid. Ah ouais, et il y a eu de l'inflation. Bon, bah, tu vois que Hermès, t'as pas vraiment l'impression que c'est une valeur qui traverse pas toutes les tempêtes. Et Hermès, contrairement, bah, LVMH, c'est une boîte c'est la première boîte européenne, etc. Bon, mais Hermès a pris 63 000%. Hermès a un modèle particulier. Hermès, c'est du luxe à 100%. Il n'y a pas LVMH, tu as une multitude de boîtes, tu peux avoir des parfums, des montres, tu peux Alors avoir. oui, mais justement, Marc, par rapport à ça, parce que là, tu évoques le luxe avec les différentes boîtes rattachées, etc. J'ai une question dans le chat. Quelqu'un me dit, Oui. L'Oréal ne se classe-t-il pas quasiment dans le luxe? Si, alors, alors, on considère qu'une bonne partie des branches L'Oréal sont corrélées au luxe. C'est pour ça que quand on parle, il a tout à fait raison. Moi, j'étais pas en train de dire que L'Oréal n'était pas dans le luxe. Hein. J'étais simplement en train de montrer les deux Oui, valeurs les deux phares gros, ouais. voilà, les deux Les- valeurs phares qui sont quand même les valeurs luxe. Alors, il y avait Kering, mais Kering, comme je l'ai dit, est complètement reparti dans l'autre sens.
bon, à cause essentiellement de l'affaire Gucci. Mais L'Oréal a une branche également qui fait partie du luxe, donc la question est tout à fait légitime. Mais il y a quand même une bonne partie aussi de l'activité de L'Oréal qui n'est pas directement corrélée au marché du luxe. Bon, toute la partie cosmétique, voilà. Mais il y a une partie de L'Oréal aussi qui peut rentrer dans le luxe. Il y a certaines personnes aussi qui, bon là, pour moi, je suis un peu plus mitigé, mais qui estiment qu'il y a une partie de la branche Essilor Luxottica qui peut également toucher un petit peu le secteur du luxe. Bon, mais le luxe reste aujourd'hui le leader du CAC, et c'est vrai que ça reste quand même, et on peut être fier de ça, ça reste quand même une marque de fabrique typiquement française, et la France est quand même très connue à travers le monde pour ça. Enfin, Hermès, c'est une marque qu'on s'arrache à travers le monde entier. Et là-dessus, on a effectivement, heureusement, un patrimoine qui est quand même très solide et qui nous permet encore effectivement d'avoir encore les moyens de tenir, ne serait-ce qu'internationalement. Alors juste une dernière chose avant de te laisser parler, par exemple, il y a Air Liquide aussi. Air Liquide, ça fait aussi partie des valeurs, voilà, comme on le voit, qui sont des valeurs très solides, contrairement à ce que son nom indique d'ailleurs. Voilà, on voit aussi que quand tu regardes un graphique comme ça, comme sur Hermès, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait eu des tempêtes qui soient vraiment venues secouer de ce genre de valeurs. Après, je peux t'en citer quelques-unes autres, notamment qui sont maintenant devenues des valeurs peut-être qui à un moment ont traversé des petites tempêtes un peu plus violentes. Mais là, tu vois, par exemple, Schneider, pareil, Schneider, c'est une boîte quand même qui réussit très bien. On peut regarder des boîtes comme Safran, etc. Donc, bon, on a quand même encore des valeurs très solides. Alors, Qui, ouais, ouais, justement, c'est intéressant là de voir qu'on a des valeurs en effet enfin, qui composent le CAC qui sont très solides. Mais moi, j'ai envie de te poser une question. C'est pas forcément un piège, ouais, mais une ouais, question inverse. Sur quelle valeur ouais. tu n'irais pas aujourd'hui? Une valeur du Ah bah, CAC. bah alors c'est simple. Je vais te montrer. Alors attention, tu me parles des valeurs du CAC. Tu m'as pas dit parmi les grosses valeurs du CAC. Les valeurs du CAC en général. Bah, moi, Parmi le CAC 40, parmi les 40 plus grosses ok. capitalisations boursières, sur laquelle aujourd'hui tu n'irais pas ou sur laquelle tu n'as pas confiance? Alors, Kering, pour l'instant, j'y vais pas. Kering, ça s'est plombé, ça fait un moment que c'est plombé. Il n'y a pas encore de signe de retournement flagrant. En revanche, là où ça peut être intéressant, sur ces valeurs qui ont corrigé beaucoup, c'est que le jour où elles devraient retrouver des velléités haussières, elles vont avoir un potentiel de hausse très important. Ne serait que Kering, si jamais à un moment on se dit, bon, ça y est, c'est la fin de la cata, ne serait-ce que le temps qu'ils reviennent sur ces plus hauts, déjà, il y a quand même énormément de potentiel haussier. Pourtant, c'est ce que je disais en début, ne jamais s'amuser à se dire, comme il ne faut pas essayer de vendre un top, il ne faut pas essayer d'acheter un bottom. C'est-à-dire, j'ai souvent voilà, on n'achète pas un couteau qui tombe, il vaut mieux attendre d'avoir un signal assez fort. Donc, Kering, par exemple, voilà, Téléperformance, bon, c'est une boîte qui a complètement explosé, qui n'a pas réussi du tout à prendre le virage de l'intelligence artificielle en cours ni à l'anticiper. Et comme on voit, c'était une boîte qui était quand même, voilà, quand tu regardes de là à là, c'était quand même assez impressionnant. Vraiment, même pas assez, Mm. voilà, 2012, 2011, 2021, c'est quand même une ligne droite, hein, vraiment impressionnante. Et puis depuis 2021, bah, c'est l'inverse. Donc pareil, ça, j'y touche pas pour l'instant. Pernod, bah, Oui, pareil. ce que tu veux dire, c'est qu'en effet, on a des valeurs aujourd'hui sur lesquelles il faut pas aller, mais Ouais. ça veut dire qu'il faut pas forcément les oublier. On peut les garder dans un coin de sa tête et se dire, à un moment, ça peut repartir dans le bon sens. Bah, en fait, ça, j'allais te dire, c'est le cas de n'importe quel. À tout moment, je pense qu'il n'y a pas une boîte que tu puisses condamner à vie. Mm. Bon, il y a eu un moment, il peut y avoir encore des craintes sur des boîtes comme Orpea, de ça, ou alors, bon, évidemment, Atos, mais Alcatel, ça, après, ouais, Alcatel, ouais, mais pour les Alcatel, ça a plus anciens. disparu. Alcatel, ça a disparu. Mm. Ouais, ouais, bah oui, si tu veux, on peut aller taper loin. Mais non, non, oui, effectivement. Mais en dehors de ça, c'est quand même rare. Alors oui, l'avantage, entre guillemets, des valeurs qui ont été un peu massacrées, c'est que le jour où, ça y est, il y a un regain dessus et qu'elles repartent dans le bon sens, elles vont avoir un potentiel important. Mais en attendant, bah, vaut mieux pas y toucher parce que ça reste quand même plombé. Voilà. Par exemple, un exemple typique pour moi, bah, c'est Unibail. Unibail, tu vois, on en aurait parlé ici, un peu comme ce qu'on a sur Kering ou Téléperf. Bah, voilà, si on avait été là, je t'aurais dit, bon, on n'attrape pas le couteau qui tombe. OK. Et c'était d'ailleurs une valeur pour moi, qui était devenue ce qu'on appelle parmi les valeurs plombées. Et là, bah, voilà, là, le rebond a commencé à être conséquent. Donc là, c'est une valeur sur laquelle ça peut être intéressant d'envisager de revenir parce que on a quand même marqué un rebond plus conséquent que ce qu'on peut avoir en général. Et bah, ça peut nous offrir éventuellement un potentiel de hausse
important. Alors, comment on fait quand on a des trucs comme ça? Parce qu'évidemment, il y a pas de magie. Je peux te dire ça. Moi, qui je suis-je pour prêcher la vérité absolue. Mais en termes de ce que nous on appelle euh, plan de trading, plan de gestion intelligent, bah là, c'est quoi les plans de gestion intelligents? C'est de rentrer dans des timings qui peuvent sembler intéressants et mettre un stop, évidemment, qui viendrait invalider notre scénario. Mais Mm. si on se dit si on a raison, on va avoir ce qu'on appelle un risk-reward très intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir un potentiel de gain qui va être bien au-dessus du risque de Supérieur. perte Ouais. qu'on est prêt à avoir. Voilà. Ce qui est le cas quand on est dans ce genre de boîte. Bon, STM, par exemple, bah, STM, pareil, ça fait un moment que ça commence à souffrir quand même assez sérieusement. Tant que c'est comme ça, moi, j'y touche pas. Le jour où, comme sur Unibail, on commencerait à envisager un rebond conséquent, là, c'est des boîtes sur lesquelles, effectivement, c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut faire. Par exemple, je crois que c'est Capgemini. Ouais, voilà. Capgemini, là, c'est intéressant parce que on s'est quand même pris une bonne claque. Et puis, on a une zone de support, là, qui est assez forte. Et on est en train de repartir un petit peu. Bon, c'est un peu tôt pour crier vraiment victoire. Je pense aussi qu'on doit avoir ça qui ne doit pas être très loin. Voilà, on n'a pas vraiment réussi ici à dépasser les plus hauts historiques. Bon, donc tant qu'on est encore là-dedans, il faut un peu se méfier. Mais en termes de timing, si on estime que, voilà, ou si des gens se disent, bah moi non, Capgemini, je m'en fiche de ce que Daguerre dit, moi c'est une boîte que j'aime bien, je pense que voilà. Bon, bah en termes de timing, on est là aussi dans un bon timing. Bon, moi, je n'irai pas forcément personnellement tout de suite dessus, mais ça fait partie des Mm. graphiques Des boîtes justement à surveiller. qui présentent ce genre de configuration. Voilà. Ok, super pour la partie française. Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu débordé puisqu'on a parlé de quelques valeurs, mais ça reste toujours quand même très intéressant. On parle de l'indice allemand, du DAX, Oui. notamment par rapport à l'élection post-Trump, peut-être aussi par rapport au secteur automobile, parce que notamment avec les droits de douane, est-ce que justement par rapport à ça, est-ce que l'Allemagne va en souffrir ou pas, ou est-ce qu'on en a déjà un peu souffert là ces 15 derniers jours? Alors, là, c'est Comment le a réagi DAX. le marché? Ouais. Donc là, c'est le DAX. On voit aussi que, bah, voilà, le DAX, bon, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des vraies faiblesses? Non, on va revenir plus en détail. Petite précision quand même, le DAX, c'est le seul indice qui est en total return, hein, il faut le savoir, parce que ça peut tronquer un peu le graphe de certaine manière, parce que les dividendes sont directement réinvestis, ce qui n'est pas le cas des autres indices. Bon. Pour autant, c'est pas pour autant que la performance du DAX en relative n'est pas conséquente. Maintenant, tu me parles de l'automobile. Bon, d'abord, faisons un petit tour au cas par cas. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais regarder BMW, par exemple. On va regarder les grosses, parce qu'effectivement, il y a un poids du secteur automobile important, parce que on a on va dire là, le référent automobile européen, c'est l'Allemagne. Mm. Donc là, j'ai BM. Bon, on est sur BM dans un rebond. On a une petite secousse, justement, suite à ce que tu me dis là, les annonces et tout. On est déjà en train de se reprendre. Après, je vais regarder, allez, on va regarder Mercedes, par exemple. On va regarder Volkswagen et peut-être Porsche. Bon, Mercedes, pareil, rebond, dépasser la droite pour l'instant, pas d'inquiétude majeure. Si je Tu regarde peux, Volkswagen, et là, est-ce que tu peux ouais, le mettre en plein écran, puisque là on l'a pas voilà. en plein écran. Voilà, Donc super. là, Merci. donc là, pareil, c'est Mercedes. Bon, sur du très long terme, hein, là, j'ai pris du mois, mais si on regarde sur du weekly, bon, voilà. On a effectivement. Attends, je vais faire ça un peu plus clair. Voilà. Donc là, on a effectivement un début de rebond. Bon, on a une correction assez forte, hein. On est là sur ce graphique-là. On est nous ce qu'on appelle dans une boîte, c'est-à-dire qu'on a voilà, on a un double, on va dire un double bottom, un double top, si on veut. On est dans une boîte latérale. Bon, tant qu'on sort pas de cette boîte, on reste prudent, mais on ne sait pas. Mais pour l'instant, on a aussi marqué un rebond. Et ce genre de rebond après trois jambes, c'est plutôt positif. Voilà, donc on a regardé. Donc là, je suis sur quoi? J'étais sur Mercedes. Mercedes, Alors ouais. moi, je les ai pas regardés avant qu'on fasse la présentation, hein. Là, on regarde Volkswagen. Bah, Volkswagen, pareil, on voit bien ici qu'on a un rebond, qu'il y a un petit coup de chaud suite aux annonces dont tu parles, mais voilà. Donc, et puis on peut Ah, regarder on a Porsche. quand même un petit décrochage important là sur Volkswagen, non? Ah, ben oui, C'était en daily? Ouais, on l'a eu sur quasiment toutes les boîtes qu'on a regardées, hein, si je zoomais un ouais, peu. ouais. Là, je mettais les graphes de long terme. Mais Parce sur que du là, le plus long gap terme, n'est pas encore refermé là. pas encore refermé, mais tu vois, aujourd'hui, ben, on s'est bien maintenu. Il y a autre chose aussi qu'il faut regarder, c'est ce genre de bougie. C'est-à-dire que quand tu ouvres comme ça,
avec un gros gap, d'accord, que on voit la bougie, enfin le chart, on voit qu'on a clôturé ici au plus haut. Donc en général, quand tu fais un truc comme ça, faut se méfier. Il faut se méfier pas justement d'un risque correctif trop important. Il faut se méfier justement de l'inverse en se disant bon, peut-être qu'on s'est pris un gap un petit peu exagéré sur une annonce où on a un peu shooté le marché et que déjà on commence à se dire bon bah voilà c'est bon. Donc j'ai pas moi pour l'instant j'ai pas de signaux vraiment super inquiétants qui me disent bon bah fais attention à l'automobile. Maintenant pour finir sur l'automobile, parce que tu parlais de l'automobile, je pense moi que plus que les droits de douane attendez je voulais juste regarder Porsche vite fait. Bon, Porsche, c'est un peu plus faiblard. Mais je pense que l'automobile, ce qui drive vraiment le marché de l'automobile actuellement, c'est beaucoup plus tous les questionnements sur la transition 100% électrique. Il y a beaucoup de boîtes qui savent qu'elles vont pas réussir à maintenir les délais qu'on leur a imposés, qui sont en train d'essayer de chambouler énormément justement un turnover énorme sur toute leur fabrication, etc. Et là, c'est ce qui a secoué en fait le marché de l'automobile, comme on peut le voir sur l'ensemble des boîtes justement. Oui, donc ça touche pas uniquement que l'automobile allemande, ça touche un peu l'ensemble des constructeurs européens, mais aussi des constructeurs de l'autre côté de l'Atlantique, même si peut-être Trump est un peu moins président, le green président, hein, puisque a priori il est plutôt, on l'a vu, il a annulé les accords de Paris. C'est quand même assez compliqué. Oui, alors juste une chose là, je voudrais revenir sur une chose quand même. Suite à ah mince, je vois plus le chat. Comment je fais pour revoir le chat? Bon, qu'importe, je vais me débrouiller. Si, mais Il y a j'ai quelqu'un une qui. question. En effet, oui, il y a Oui, quelqu'un qui a posé une question. C'est oui, Marie-Françoise qui pose la question. Le CAC 40 représente 2% de la oui. capitalisation boursière mondiale. Combien un portefeuille peut avoir de cet indice avec une France qui devient moins attractive? Alors, je vais répondre, mais ce qui m'ennuie un peu, je sais pas ce que j'ai fait, mais je vois plus le chat là. Je le voyais tout à l'heure. Bon, je vais voir. C'est pas grave, Oui, alors je l'ai sous les yeux. S'il y a des questions, ouais, je te moi les j'aime bien lire poserai. de temps en temps. J'aime bien lire de temps en temps pour rebondir justement. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur Ferrari. Je voulais en parler rapidement. Oui, alors sur cette question-là. Bon, moi, je vais être très franc, hein. Évidemment, je suis français, je travaille en France, j'aime la France, etc. Maintenant, la France, c'est pas d'un point de vue boursier, c'est pas le pays le plus excitant. Il y a beaucoup plus de valeurs américaines, etc., qui présentent pour moi des potentiels, des graphiques qui sont plus solides, en fait. C'est pas pour autant que, comme je vous l'ai dit, hein, les valeurs du luxe, il y a certaines grosses valeurs du CAC qui sont très intéressantes. Maintenant, tout dépend de d'où on se situe. En France, forcément, le CAC, c'est l'indice le plus traité. Bon. En Europe, je pense que ça doit être le deuxième indice le plus traité, derrière le DAX. Après, enfin, moi, si je positionne le CAC par rapport à un univers global, bah, c'est pas forcément l'indice qui va le plus m'intéresser, hein. Bon, l'année dernière, c'est particulier quand même, parce qu'on a vraiment, voilà, le CAC a vraiment décroché par rapport aux autres indices. Maintenant, il y a eu des années excellentes où le CAC était en leader de l'Europe et où il rivalisait même avec des boîtes américaines, hein. Mais justement, enfin, des indices américains. Mais le fait que à chaque fois on souligne ça comme un exploit ou quelque chose de remarquable, genre le DAX l'année dernière qui a quand même tenu tête au moins au Dow, si ce n'est même au S&P, bah, ça veut bien dire que c'est suffisamment surprenant pour se dire que finalement, bah, le marché américain, il est toujours au-dessus du marché européen, quasiment, à très peu d'exceptions près. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à. Enfin, Ouais. j'aimerais bien revoir le chat quand même. Je vais voir ce que j'ai fait comme bidouille. Et Alors justement, hein, on avait également dans le chat, c'est Thierry qui précisait sur l'automobile, il faut additionner le risque taxe Trump, mais surtout les véhicules électriques chinois. En effet, la concurrence arrive à grands pas sur l'Europe. oui, oui, moi, ouais, Des complètement. différentes marques chinoises, en effet, là c'est très cohérent. Complètement. Ah oui, de toute façon, globalement, il faut toujours se méfier de la Chine, quoi qu'il se passe. Ça y est, j'ai retrouvé mon chat. Oui, alors juste une petite chose avant qu'on passe à la suite, rapidement, parce que je veux pas qu'on déborde trop, parce que j'ai une question. On va faire un petit intermède de quelques secondes, le temps Oui, pour toi de boire un verre d'eau. Je vais présenter simplement les différents webinaires que l'on propose chez IG, si tu veux. Et oui, bien sûr. Donc tu je te reprends la main redonne la sur main ton juste chat. après. Oui, Ouais, vas-y. voilà. Donc, je partage mon écran.
Donc, concernant avant de continuer hein, avec Marc, puisqu'on va continuer donc sur le gold, l'euro-dollar et pour finir le Bitcoin, juste une petite précision rapide. Voilà, sur les webinaires à venir chez IG, donc vous avez la possibilité bien sûr de vous inscrire sur le site ig.com à la rubrique donc webinaire. Ah, d'ailleurs, attendez, je vais vous mettre en arrière. C'est sur la rubrique apprentissage. Dans apprentissage, vous avez la rubrique webinaire et vous avez la liste des différents webinaires donc, que l'on propose. Donc aujourd'hui, donc le webinaire de 19 heures. Demain, vous en avez un sur comment passer vos ordres sur la plateforme IG. Jeudi, un webinaire, alors ici sur une représentation graphique qui est assez méconnue aujourd'hui de la part des traders. C'est la représentation en Ekenashi et Kajiline. Webinaire très intéressant auquel bien sûr vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vendredi, pas de webinaire, c'est relâche. Et sinon, la semaine prochaine, donc Pro Real Time. On a un webinaire, je crois, voilà, c'est mercredi avec Valérie Gastaldi de Day by Day sur là un webinaire plus axé sur le money management. Mais vous pouvez ainsi donc retrouver nos différents webinaires que nous proposons donc sur le site d'IG et que nous proposons donc gratuitement. C'est ouvert à tous. Hein. Marc, c'est bon? Tu as eu le temps de prendre un petit verre d'eau, bien sûr. Euh, ah bah non, non, mais j'avais pas besoin pour l'instant. Mais c'est gentil de Ok. te soucier. Donc je te laisse repartager ton écran. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose? Oui, juste une chose quand même qui est intéressante d'un point de vue technique vraiment et qui se voit facilement. Donc je vais le montrer, c'est très pédagogique et c'est intéressant. Et ça rebondit sur ce qu'a dit Olivier sur Ferrari. Olivier que je salue au passage, que je sais qu'il nous a rejoint, enfin en tout cas chez moi dans mon service il n'y a pas longtemps, donc j'espère qu'il sera quand même content de ce qu'il verra. Oui, alors Ferrari. Pourquoi Ferrari Je voulais regarder Ferrari. Bon. Ferrari, nous on était dessus, d'accord, mais on va être très franc. On s'est pris enfin on s'est pris toute fois. Tu vois que depuis ici, le graphe, il est en tergiversation permanente. On était sur un turbo, d'ailleurs, bah de chez vous, hein, de chez IG. Et ce turbo, il nous a fait des frères. Il est passé jusqu'à moins 70%. Et parfois, on me demande pourquoi ça m'arrive de garder des positions qui sont aussi baissières, parce que par expérience, je sais qu'il faut surtout se fier à sa vision technique. Voilà. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est exceptionnel que Ferrari a clôturé à plus 8% suite à une annonce de résultats. Bon, maintenant, nous, on va regarder juste d'un point de vue technique. D'un Ah, je point de vue pensais que c'est parce technique, que tu avais acheté une voiture. non, 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 j'ai pas. Bah, en fait, si tu m'avais dit qu'il fallait pas le dire, parce que moi, je suis pas du tout show off. Pardon. Mais bon, j'en ai acheté une dizaine, mais laisse-moi faire croire que c'est technique. Non, mais maintenant, plus sérieusement, Donc qu'est-ce qu'on plus voit sur ce 8%. graphique? Pardon? Non, je disais plus 8% aujourd'hui. Voilà, bah voilà. Oui, alors plus 8%, c'est les résultats. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie graphique. La partie graphique, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'ici, j'avais un très fort niveau d'overlap que j'ai tracé en bleu. C'est quoi cet overlap? Bah, un overlap, c'est une zone horizontale qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises. On le voit ici sur toutes les flèches rouges. À plusieurs reprises, on voit que cette zone a arrêté les velléités haussières sur Ferrari. Bon. Et puis là, comme c'est très souvent le cas quand on observe un niveau technique fort, quand on en sort, en général, on en sort avec pas mal d'intensité. Soit, comme ici, sur des fortes bougies qui ont clôturé au-dessus, tu vois, forte bougie, ça veut dire ouverture baissière, clôture au plus haut, et derrière, gap. Donc ça commence à valider le fait que ce niveau, qui était une résistance, va pouvoir devenir un support. Et on voit le nombre de fois où on est vu rebondir sur ce support. C'est quand même assez flagrant. C'est quelque chose de très Solide. efficace pour moi et de solide. Bon. Même si certaines fois, tu vois, on avait une grosse claque, on s'en est pris des grosses claques. Hein. Je te l'ai dit, on n'a pas acheté Mm. dans un meilleur timing, je ne sais plus quand on avait acheté, mais on est passé sur le turbo à moins 70%. Bon, on l'a clôturé aujourd'hui modestement à plus 10% parce qu'on s'est dit, on va quand même profiter de ce qui s'est passé aujourd'hui déjà pour sortir une ligne qui commençait à dater, qui nous en a fait voir un peu toutes les couleurs, et également parce qu'on arrive au sommet de la boîte suivante. Là, j'avais tracé la boîte précédente. Donc la boîte qu'on devrait tracer aujourd'hui maintenant, elle est là, où en fait, effectivement, on réalise que cette fois, on a une zone de résistance sur laquelle on est arrivé. Bon. Évidemment, si on passe cette zone de résistance, ça peut être jackpot parce qu'après, le potentiel va être important. Mais comme le RSI est suracheté, qu'on est arrivé en haut, on s'est dit, bon, on va sortir, c'est plus prudent, on sort en positif, merci, au revoir. Mais moi, ce que je voulais surtout montrer, c'est cette zone-là de support très très forte qui est un overlap, ancienne zone de résistance. Et malgré tout, parce que parfois on me dit oui, mais comment vous pouvez techniquement anticiper si ça
vous devez tenir compte du fondamental. Bah, pas vraiment, puisque là, nous, on savait pas, enfin, à chaque fois, on savait pas pourquoi ça rebondissait sur ce niveau. Et là, les résultats, effectivement, c'est un événement fondamental qu'on peut pas forcément prévoir. Toujours est-il qu'il est venu corroborer ce que nous, on peut voir d'un point de vue technique. Voilà, c'est fini la parenthèse Ouais, sur Ferrari. c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet de breakout. On s'est arrêté sur les deux tops précédents sans aller plus haut. Et en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'on va faire ce fameux breakout? Là, tu as pris l'option en effet de quitter cette position Mmh. euh, par peur, entre guillemets, d'un retour sur le niveau Oui, de alors, support. alors pour ça, un peu, non, par prudence plus que par peur, et Oui, parce qu'aussi, tu vois, je l'aurais prise il y a 1 ou 2 semaines, je t'aurais dit, bon, allez, on va resserrer un peu le stop, on va essayer de voir si on passe pas cette fameuse zone de résistance, auquel cas ça peut être très intéressant derrière. Mais comme c'est une ligne que je traînais depuis quand même très longtemps, je préfère quand même au bout d'un moment sortir plutôt que de trop persister. Voilà, je suis déjà bien content de l'avoir sorti en positif pour être très franc parce que ça commençait à devenir un peu tendu. Voilà. alors, il y avait une question sur, c'était sur Pernod. On me dit Marc a été coupé en parlant de Pernod. Peut-il reprendre? Ce que je te propose, c'est si on a le Ouais, temps de refaire ouais, une petite parenthèse sur Pernod. On va avancer là sur le gold, oui, sur l'eurodoll et le Bitcoin. Alors justement, oui. si on parle du Oui, parce qu'il y a, gold, donc parce de qu'il y a une l'or, question en plus sur le gold là, oui. ouais, c'est que pensez-vous de l'or et de l'argent en 2025? Mais alors justement, la réaction des marchés par rapport à l'élection de Trump et justement sur ces 15 derniers jours. Que faut-il en penser? Quelles conclusions faut-il en tirer? Euh, Quelles sont éventuellement les évolutions possibles là sur le cours de l'or sur ces prochaines semaines, Ok. Hmm. graphiquement parlant? Hmm. Alors maintenant, on va regarder l'or. On va regarder l'or sous plusieurs aspects, et dont certains aspects très intéressants. Je vais vous faire une analogie que je fais très souvent, mais qui est très intéressante à voir sur justement l'or, ce qu'on appelle l'or en termes de valeur refuge. Okay. Donc voilà. Donc déjà sur l'or, on va regarder plusieurs choses. Ici, j'ai mon graphique que je vais resserrer au départ, ce que je fais toujours. Voilà, un graphique de long terme sur l'or. Okay. On voit les mouvements. Bon, on voit la tergiversation, mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, on voit quand même voilà, le momentum qui a repris à la hausse, bon, qui n'est pas encore aussi important que celui qu'on avait avant 2011, mais qui commence à être intéressant avec l'or qui bat de nouveaux records historiques. OK. Euh, Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est la chose suivante. On avait identifié une zone de résistance, on n'était pas les seuls. Hein. Enfin, quand je dis on, c'est l'ensemble des intervenants de marché qui regardent un peu l'évolution des actifs. Bon, là, on avait vu qu'autour des 2075 dollars l'once, on avait une zone de résistance très forte qui a arrêté l'évolution des cours de l'or une, deux, trois, quatre reprises. D'accord. Et puis on voit, exactement comme je disais la dernière fois, c'est-à-dire que sur des cassures de niveau fort technique, on voit qu'on a une impulsion. Hein, ici, on voit la bougie qui est très haussière ici, ouverture, clôture, donc une bougie très haussière. Et puis après, hop, accélération assez nette des cours de l'or. Bon. Pourquoi je montre ça? Parce que dans un premier temps, nous, d'un point de vue technique, en ce qu'on appelle en proportion, la cassure de ce niveau a offert un potentiel très fort sur l'or. Et ça, j'en parle régulièrement quand je fais mon point de vue technique hebdomadaire, donc dans le document hebdomadaire que je fais. Bah, ça fait un moment que je dis que cette cassure-là a engendré un potentiel de hausse pour l'or très fort. Il y aura forcément des petites corrections, parfois peut-être un peu moins petites, intermédiaires, mais moi, j'ai aucune raison pour l'instant de ne pas rester bullish sur l'or. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais dire pour répondre. Voilà. Avant de regarder l'argent, je voudrais juste montrer autre chose et je vais faire vite parce que je regarde le temps défiler quand même. Je vois qu'il est déjà à -10. Donc, je vais juste montrer ça parce que c'est quand même très intéressant. Voilà. Là, ici, on a vraiment l'analogie sur ce qu'on me dit souvent. Ah, l'or est une valeur refuge, oui, non, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? L'or est une valeur refuge, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En général, quand on parle de valeur refuge, c'est qu'on dit quand les indices actions, quand le marché indice actions est dans une phase de faiblesse, en train de baisser, bah, on a des On chances que achète de les gens l'or. se mettent sur l'or, voilà. Et inversement, quand les marchés indices actions vont bien, bah, on a peut-être un intérêt pour l'or qui est moindre. Alors là, on va voir pourquoi c'est une valeur refuge et on va voir aussi ce avec quoi il ne faut pas confondre. Ici, j'ai mis les cours de l'or, ok, et j'ai fait ici en bleu un parallèle avec le mouvement qu'ont eu les indices en même temps. D'accord. Et on va faire vite. Entre 1980 et 2000,
on voit que l'or était dans une phase de stagnation. On va dire, hein. Il n'était pas en train de se casser la figure, mais il n'était pas en train de monter, il était en train de corriger de façon latérale. On sait très bien, enfin bon, la plupart de nous savent que entre 80 et 2000, c'était un peu l'âge d'or de la bourse, et les indices, comme je le montre ici en bleu, étaient en train de monter un petit peu en ligne droite. Très bien. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? L'or est sorti de sa phase de correction, il a cassé son triangle ici, à peu près, voilà, il a marqué un point bas en 2000, il est sorti en 2002, et puis là, il a marqué une phase d'accélération très nette jusqu'en septembre 2011. Qu'ont fait les indices à ce moment-là? Ceux qui savent, et je pourrais vous le montrer, mais là, on va pas avoir le temps, en fait, les indices, ils ont fait ça pendant ce temps-là. D'accord? Entre 2000 et 2002, 2003, selon que tu sois en Europe ou aux États-Unis, ils ont fait ça. Après, entre 2003 et 2007, jusqu'au subprime, ils ont fait ça. Et de 2007 à 2011 à peu près, 2009 ou 2011, selon les indices que tu regardes, ils ont fait ça. Donc, pendant cette période-là où l'or était en plein essor, les indices, eux, ont fait ce qu'on appelle une phase de correction en 3 temps. À l'intérieur de cette phase de correction, il y a eu ici une phase de hausse importante. Pendant cette phase-là, on voit bien que les indices et l'or étaient en train de monter en même temps. Donc, l'or, valeur refuge sur les grands mouvements, oui. Ça ne veut pas dire que l'or et les indices ne peuvent pas monter ou baisser d'ailleurs en même temps, ce qui a été le cas ici. Voilà. Donc là, tout ça pour dire que maintenant, le dépassement de cette zone-là pourrait indiquer une nouvelle phase de marché. Voilà, on avait la phase 1 ici où les indices montaient, la phase 2 où l'or montait, la phase 3 où les indices montaient pendant que l'or corrigeait, et là on serait peut-être dans la phase 4 où les indices vont peut-être, l'or va peut-être reprendre du poil de la bête. Voilà, c'est fini pour ce que je voulais dire sur l'or. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète ou on reste à l'écart? Ah non, non, moi je reste aussi. Alors attention, Je reste on est aussi. haut. Ouais. Maintenant on est haut, donc Mm. voilà, sur du long terme. Bon, soit effectivement on est sur du très long terme, bon là on achète, on met quelques lingots sous son lit comme ce que tu as fait, et puis après, bon, on attend. Soit alors on joue sur des petits mouvements comme moi, sur des turbos, et là oui, à chaque phase, voilà, à chaque nouvelle phase de fin de petite correction, ça peut donner une nouvelle indication de reprise de fer. Tu vois là, par exemple, nous quand on était là, puisque j'avais tracé la flèche ici, on avait anticipé effectivement un potentiel de hausse intéressant. Et bon, on a dû sortir depuis un moment sur la position, mais voilà. Et pour finir sur l'argent, parce que quelqu'un me demandait sur l'argent, Ouais. effectivement, quand on regarde l'argent, ça n'a pas une mauvaise tête. L'argent, c'est souvent voilà, envisagé, enfin, c'est envisagé comme le petit cousin de l'or, mais ils ne sont pas non plus corrélés. Alors, effectivement, ils évoluent plus ou moins dans la même tendance, mais on voit quand même que l'argent est moins solide que l'or. En revanche, l'argent peut avoir plus de volatilité quand il est dans des phases de rattrapage. Donc, de temps en temps, ça peut être intéressant, justement, d'aller plutôt sur l'argent que sur l'or pour bénéficier, en fait, de ce potentiel de rattrapage. Il y a un effet par rapport à l'élection de Trump sur l'argent ou pas du tout? Non, non, moi, je pense que l'argent n'est pas drivé par ça. L'argent est drivé par son côté un peu matière première, parce que l'or, attention, hein, l'or, c'est une matière première qui est drivée par un ensemble de. Enfin, il y a de l'or en tant que matière première où tu vas retrouver de l'or dans la fabrication de pas mal de choses. Mais l'or aussi, c'est un étalon monétaire et une valeur refuge assez marquée. L'argent, lui, c'est une matière première et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau justement des puces, de la transition électrique, etc., les composants dans lesquels l'argent peut intervenir, c'est plus ça qui va driver les cours de l'argent que ce que Trump va faire ou dire. Oui, plus par rapport à l'industrie, donc. À Voilà. l'industrie et... Ok, on parle de l'eurodoll. Oui, oui, parce On est que je short sais hein, que au vous n'avez niveau pas, vous avez timing. pas vu le temps passer. Ouais, ouais, mais on Le, va. Bon, moi, je peux déborder un petit peu. l'euro-dollar, Alors, euh, l'euro-dollar, est-ce qu'on oui. revient sous la parité en 2025? Oui, alors l'euro-dollar, bon, pour moi, il est inscrit depuis un moment, tu vois, les canaux, c'est intéressant. Là, c'est pour le coup, c'est un canal baissier, hein. On voit bien que les cours évoluent relativement scrupuleusement entre ces deux bornes. Bon, voilà. On n'a pas réussi, ici, on a échoué à l'approche de la borne supérieure, on est en train de faiblir. Bon. Techniquement, c'est pas joli, hein, on va pas se mentir. On est sorti de cette boîte ici, là, qu'on a marquée en bleu à la baisse. On n'a pas réussi vraiment à la réintégrer. Ça reste fragile. Effectivement, on ne sait pas encore ce qui peut arriver, parce que bon, qu'est-ce qui va driver aussi l'eurodoll? Forcément, là, pour le coup, la politique américaine, la politique de la Fed versus la BCE. Bon, tout va dépendre aussi de ce qui peut tourner autour de ça. Moi, d'un point de vue technique, je trouve pas ça super engageant. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir être dans une phase plutôt de temporisation. Je pense effectivement qu'on a de fortes chances ou des risques, selon ce qui nous arrange, de retourner sur ce qu'on appelle la parité absolue. Voilà. Maintenant, quand même,
petit bémol, si jamais, là, parce que nous, on peut envisager ça pour l'instant comme une hausse ici et une large phase de correction, tant qu'on tient un peu ces niveaux. En revanche, si on passe un peu sous ces niveaux, là, on ne pourra plus dire qu'on est dans une phase corrective, mais que plutôt, on est en train de repartir dans une vague de baisse qui, elle, pourrait devenir beaucoup plus conséquente, en effet. Donc Et à moi, nouveau la question, ouais, justement, et à ouais, nouveau par rapport la même question, hein, par rapport à l'élection de Trump et aujourd'hui sa politique donc America First, est-ce que il y a vraiment un impact réel sur bah, tu sais, sur ce possible retour sous la parité? Bah, tu sais, en fait, de ce côté-là, on le sait très bien, il y a, à chaque fois qu'on va avoir un dollar fort. Avoir un dollar fort, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Tout va dépendre de ce que tu fais, de ce que tu veux faire, de quelle entreprise tu es, si tu es plus intéressé par l'import, l'export, etc. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que Trump, lui, il serait plutôt pour un dollar fort. Donc, s'il est pour un dollar fort, vis-à-vis de la Fed, je pense effectivement qu'on a plus intérêt à rester prudent sur l'évolution de la paire euro-dollar. À savoir, il ne faut pas oublier que quand on est baissier sur une paire, ça veut dire qu'on est baissier sur une monnaie par rapport à une autre. Ça ne veut pas dire qu'on est baissier, on n'est pas baissier sur l'euro-dollar, on est, on va dire, plus acheteur en dollars qu'en euros. C'est ce que ça veut dire en vrai. Ok, oui, parce que là, c'est vrai qu'on parle uniquement de la paire euro-dollar en plus. On termine par le Bitcoin, qui a été un peu Oui. secoué là, hein, ces derniers jours. Oui, qui a été pas qu'un peu secoué. Alors, oui, alors là, moi, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi. Donc, on va regarder Bitcoin et on va regarder, on va pas regarder l'ensemble des grosses cryptos, mais Bitcoin, ça reste quand même la Les talons. crypto phare La- des talons. Et pour moi, si on devait me demander, c'est pour moi la crypto la plus, j'allais dire, solide. Je pense qu'il y a beaucoup dans la crypto-monnaie, beaucoup de pyramides de Ponzi. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plus d'un million, je crois, ou je sais plus, de crypto dans le monde, hein. Donc, il faut dire quand même, il y en avait 8000, je ne sais plus quand j'en parlais. Donc c'est quand même il faut pas oublier ça. Maintenant, effectivement, dans les cryptos majeures, faut pas oublier aussi que derrière la crypto, il y a des vrais projets. Beaucoup de gens voient la crypto comme un produit très spéculatif, ce qui n'est pas faux, hein, c'est très bien. Mais derrière, il y a des projets, il y a de la blockchain, il y a beaucoup de choses qui veulent dire plus ou moins quelque chose. Bon, moi, Bitcoin, il y a effectivement, ça a été secoué dans le sens où on est revenu ici quasiment autour des 90 000. Bon, toujours est-il qu'avant l'élection de Trump, on était toujours autour des 75 000. Donc de ce côté-là, on n'est pas encore, voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. Graphiquement, je ne pense pas que ce soit encore quelque chose d'inquiétant. Je pense que c'est quelque chose qui reste solide, mais il faut quand même faire attention. Et pourquoi il faut faire attention? Déjà, quand on regarde l'univers crypto en général, il y a les autres, la plupart des autres majeurs ont pris quand même plus cher que le Bitcoin. Voilà, déjà parce que comme je le pense, il est quand même plus solide. Maintenant, il faut quand même faire attention. Il faut faire attention, se méfier, et puis se méfier d'une chose aussi. Parce qu'il y a eu un effet Trump très marqué après l'élection. Okay, là, je l'ai marqué sur mon graphique. On a pris 35% en 2 semaines post-élection. Parce que Trump C'est s'est le président positionné en tant crypto, hein. ouais, que fervent des défenseurs de la crypto, etc. Maintenant, j'ai lu un article très bien fait là-dessus. Euh, et là encore, ça n'engage que moi. Qu'est-ce qui se passe autour de la crypto en ce moment? Alors, la crypto, d'abord, euh, elle a eu un intérêt parce que d'abord, c'était quelque chose de révolutionnaire, quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui est encore extrêmement volatile. C'est la classe d'actifs, si on peut appeler ça une classe d'actifs, qui est la plus volatile de loin devant toutes les autres classes d'actifs qu'on pourrait être amené à regarder. Cette volatilité, elle est également due par cette zone encore, même si elle est en train d'évoluer dans l'autre sens, mais ça reste encore une zone un peu floue. Okay, on n'est pas encore, on a toujours des petits détracteurs, voilà, des banques qui disent ouais mais attention c'est dangereux. On n'est pas encore dans la démocratisation de la crypto comme certains l'attendent ou l'espèrent ou en tout cas la prédisent. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à partir du moment où ça va finir par se démocratiser, moi, personnellement, je pense que ça va perdre, pas du tout de son intérêt, hein, mais ça va perdre de sa volatilité. Je pense que la volatilité est énormément due aussi à cet effet-là, de se dire, bon, bah, c'est pas encore, voilà, ça reste encore un peu flou, on va avoir des mouvements qui peuvent être justement très importants et justement drivés par ce genre de choses. Reste à savoir si à un moment, on finit par justement démocratiser, entre guillemets, cet univers et notamment ce qui se passe autour de Bitcoin, est-ce que
l'intérêt va pas disparaître, mais est-ce que la volatilité va pas s'atténuer? Ça, j'en sais rien. De toute façon, il y a une chose qui est assez évidente. Je vois pas il y aura pas de split sur Bitcoin, parce que Bitcoin, comme on le sait, il y aura un nombre de Bitcoin qui est limité en fait dans le monde. Ouais, 21 Euh, millions. voilà, et c'est pas une boîte qui appartient à quelqu'un. Donc on va pas splitter Bitcoin. Donc Bitcoin, il est quand même aujourd'hui à 100 000, autour des 100 000 dollars. Ça veut dire Si, aussi que ça reste enfin, quand on parle de volatilité, c'est quelque chose qui est quand même excessivement élevé et qui peut effectivement passer de 100 000 à 150 000. Donc ça, cette ça, ça, volatilité-là, elle est. ça veut dire, Marc, si je résume un petit peu, ça veut dire que demain, le Bitcoin pourrait être considéré un peu comme une action classique au final, Ah, oui, alors en on va perdant dire son caractère volatile. plus un sous-jacent classique qu'une action, parce que c'est pas une action. Mais Ouais. oui, en fait, je ne vois pas forcément, je vois pas la crypto en général et Bitcoin en particulier euh, bénéficier de cet effet-là extrêmement volatile et bullish ad vitam aeternam. Ça peut encore, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore un gros potentiel de hausse à prendre. Je me souviens plus de quand est-ce qu'on estimait à peu près bah justement, à partir de quand on estimait, je sais plus, ils avaient donné une date, 2040, je sais plus, quelque chose comme ça, entre 2040 où on arriverait au bout de la production de Du Bitcoin. minage, oui. Ouais, ouais. Mais oui, oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore un potentiel important, mais je pense effectivement qu'à un moment, pour le coup, il va y avoir une accalmie et qu'on va rentrer dans une évolution qui va être un petit peu plus, je vais dire, normalisée. Ce qui ne veut pas dire, comme on l'a sur les indices américains, comme on l'a sur les grandes boîtes du luxe, etc., ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas monter régulièrement encore pendant des années et des années. Mais effectivement, je pense que cet aspect très spéculatif peut être un petit peu remis en question avec. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, Marc, en tout cas, comme d'habitude, c'était très intéressant. Je te donne le mot de la fin, si tu veux conclure ce webinaire. Je Alors, rappelle qu'on se retrouve dans un mois également, à la même heure. Je n'ai plus la date en tête. On la mettra sur le site IG pour faire un point ensemble sur les idées de trading que tu as proposées depuis le début de l'année au travers des idées de trading chez IG. On fera un point donc sur les tops et les flops de l'année en revenant sur l'évolution des marchés également. Donc c'est rendez-vous d'ici un mois hein, sur les thématiques webinaires de d'IG, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, vas-y, très je bien. te laisse le mot de la fin. Bah écoute, bah merci déjà à vous à IG pour le partenariat qu'on a ensemble. Merci à tous ceux qui ont été là, présents, ceux qui peuvent me connaître ou pas. Et la dernière chose que je dirais, c'est, comme je l'ai dit en fait en introduction, c'est premièrement, il faut prudent, il faut l'être toujours. Deuxièmement, c'est beaucoup plus risqué d'essayer d'anticiper des retournements de tendance que de suivre la tendance. Et troisième chose, plus, pour moi, hein, attention, tout ce que je dis n'engage évidemment que moi, plus on parle, plus on attend quelque chose en bourse et moins il a de chances de se produire. Voilà. Donc le problème, c'est que forcément après, bah, on va naviguer à vue, mais ça c'est très 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 souvent avéré. Les gens qui disent ah bah ça y est, c'est la fin des haricots, c'est le crack, machin. Bon bah rien du tout. Dernier truc également, pour ceux qui sont sur Paris, on sera tous les deux au salon de l'analyse technique pour une conférence sur les turbos. C'est le 28 mars, le vendredi 28 mars, et je crois que la conférence est à 10 heures. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir, et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire et pour les prochains webinaires IG en ligne. Merci et bonne soirée. Au revoir, Oui, Marc. peut-être que ce que tu peux dire Oui, aussi pour finir, c'est que le allez. webinaire sera mis en ligne aussi hein, Oui, pour ceux qui voudraient. le webinaire de ce soir, pour ceux qui sont arrivés en cours, sera disponible donc tout de suite après sur la rubrique IG Academy sur le site IG et dès demain matin sur YouTube, la chaîne IG de YouTube. Et je pense que Marc également, tu redistribueras la vidéo auprès de tes abonnés. Oui, absolument. Voilà, et bien sur ce, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.